Avant de commencer, je remercie tous ceux qui nous ont permis d'atteindre 3,5% de l'objectif qu'on s'est fixé par rapport à notre projet. Merci également à ceux qui pensent nous rejoindre dans les heures ou les jours à venir. Et j'encourage tous ceux qui sont encore en train de réfléchir de nous aider à bâtir une communauté avec un seul objectif, faire du stock picking sérieusement en se posant les bonnes questions. Toutes les informations sont en description de cette vidéo. Alors, aujourd'hui, on va parler de Ferrari. Donc, on y va. Il y a une erreur que presque tous les investisseurs débutants commettent lorsqu'ils tombent sur Ferrari pour la première fois. Ils regardent l'entreprise et voient une marque automobile. Ils la comparent mentalement à Toyota, Volkswagen ou bien Stellantis, vérifient que les chiffres sont moins impressionnants en volume et passent à autre chose. C'est une erreur de cadre, pas d'analyse. Et les résultats du premier trimestre 2026 offrent une occasion rare de comprendre pourquoi des chiffres concrets à la, quand je dis offre une occasion ici de comprendre pourquoi avec des chiffres concrets à l'appui. Alors, commençons par poser le décor. Ferrari a livré au premier trimestre 2026 des revenus de 1,85 milliard d'euros en progression de 3% sur un an. Dans le même temps, le nombre de voitures expédiées a reculé de 4,4%, donc moins 4,4% par rapport aux expéditions de véhicules. Pour n'importe quelle autre entreprise automobile sur la planète, vendre moins de voitures tout en gagnant plus d'argent serait une anomalie difficile à expliquer. Pour Ferrari, c'est simplement le modèle qui fonctionne comme prévu. Comprendre pourquoi, c'est comprendre ce qui rend cette entreprise fondamentalement différente de ses pairs. Et c'est là que l'analyse devient vraiment intéressante. La clé est dans la structure des prix. Quand Ferrari augmente ses tarifs, ses clients n'annulent pas leurs commandes. Ils attendent. La liste d'attente pour certains modèles s'étend sur plusieurs années et les acheteurs la considèrent non pas comme une contrainte, mais comme une preuve supplémentaire que ce qu'ils s'apprêtent à acquérir est exceptionnel. C'est une dynamique que l'on retrouve c'est une dynamique que l'on ne retrouve dans aucun autre segment de l'industrie automobile et à peine dans une poignée d'autres industries au monde. Le luxe de haute horlogerie suisse, certaines maisons de couture parisiennes, quelques domaines viticoles, voilà les véritables pères de Ferrari. Et non Renault, Mercedes, Porsche, Stellantis. Oui, j'ai bien dit Porsche. Porsche et Ferrari, c'est pas la même chose. OK? Donc, cela change radicalement la façon dont l'investisseur doit lire ses résultats trimestriels. Donc, ce trimestre en est une illustration parfaite. La baisse de 4,4% des expéditions n'est pas une mauvaise nouvelle. Et quand je dis changer la façon dont l'investisseur doit lire ses résultats trimestriels, je ne parle pas des résultats trimestriels de Ferrari. Je parle généralement de ses résultats trimestriels à lui, les résultats trimestriels des entreprises qu'il a tendance à suivre. D'accord? Et donc, ce trimestre en est une illustration parfaite de pourquoi est-ce que c'est important. Parce que la baisse de 4,4% des expéditions n'est pas une mauvaise nouvelle. Elle s'explique par ce que Ferrari appelle les activités de changement de modèle, c'est-à-dire les transitions planifiées entre les générations de voitures qui nécessitent temporairement de ralentir la production pour reconfigurer les lignes d'assemblage. Chaque transition de ce type est anticipée des mois à l'avance, est intégrée dans les plans de production et ne remet nullement en question la demande qui reste structurellement excédentaire par rapport à l'offre. Pour l'investisseur averti, la distinction entre volume en baisse subie et un volume en baisse planifié est fondamentale. Elle demande de lire au-delà du titre et d'avoir le cadre analytique pour savoir quelles questions poser. Comme j'ai toujours dit, posez les bonnes questions, vous aurez les bonnes réponses. Si on se limite aux augmentations des prix, baisse des volumes, oh, pourquoi est-ce que les volumes, c'est mauvais? Non, 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 non. Vous savez depuis longtemps qu'il y a un changement de génération au niveau des modèles de véhicules. Et donc, ce n'est pas un jeu vidéo, ça ne se fait pas en un jour. Il y a des prévisions, donc il y a un ralentissement. C'est normal. Donc, c'est d'ailleurs sur ce point que la géographie d'expédition devient un outil de lecture utile. La baisse de volume au premier trimestre est intégralement attribuée à la région Europe, Moyen-Orient et Afrique. Donc une région qui a reculé à peu près de 14%. Pendant ce temps, les trois autres zones géographiques, à savoir les Amériques,
l'Asie-Pacifique et le reste du monde ont tout affiché des expéditions en hausse. Ce détail est important pour l'investisseur qui cherche à évaluer la robustesse de la demande globale. Si la faiblesse avait été généralisée sur tous les marchés simultanément, le signal aurait été différent et bien plus préoccupant. Le fait qu'elle soit concentrée sur une seule région dans un contexte de transition de modèle raconte une histoire très différente. Cette lecture fine des données géographiques conduit naturellement à une autre question que l'investisseur doit apprendre à poser. Qu'est-ce que la marge nous dit que le chiffre d'affaires ne dit pas? Au premier trimestre, la marge opérationnelle de Ferrari s'est établie à peu près à 29,7%, en recul à peu près de 60 points de base par rapport à l'année précédente. Quand on dit 60 points de base, on parle de 0,6%. Quand on parle de 100 points de base, on parle ici de 1%. Si j'avais dit 1 point de pourcentage, on parlerait ici de 1%. Attention au terme. Donc, pour un débutant, un recul de la marge semble automatiquement négatif. En réalité, il faut comprendre d'où il vient. Comme j'ai toujours dit, les chiffres, c'est bien. Mais si vous voulez faire de l'analyse fondamentale sérieusement, en fait, les chiffres, il faut donner vie à ces chiffres-là. Donc, il faut savoir pourquoi est-ce que ces chiffres-là ressemblent à ce qu'on voit présentement en date d'aujourd'hui. C'est ça le travail d'un analyste. OK? Parce que si vous faites de l'analyse fondamentale, ça veut dire que vous êtes des analystes. Et si vous faites de l'analyse fondamentale et que vous êtes des analystes, alors il faut poser des questions d'analyste. D'accord? Et donc, il faut poser les bonnes questions. Et vous aurez généralement les bonnes réponses. Et ces réponses-là vont vous permettre ici de bâtir des thèses d'investissement. OK? Donc, pour un débutant, un recul de la marge semble automatiquement négatif. En réalité, il faut comprendre d'où il vient. Quand Ferrari produit moins de voitures pendant une période de transition de modèle, ses coûts fixes, l'usine de Maranello, les ingénieurs, les équipes de design, restent constants, mais ils sont répartis sur un volume de production inférieur. Mécaniquement, le coût unitaire de chaque voiture produite augmente, ce qui comprime temporairement la marge. Ce phénomène est structurel à toute industrie manufacturière à coût fixe élevé. Le levier opérationnel ici fonctionne dans les deux sens. Il amplifie les marges quand les volumes montent et les comprime quand ils baissent, même temporairement. Donc l'investisseur qui ne comprend pas ce mécanisme risque de confondre une compression cyclique et planifiée avec une dégradation structurelle du modèle économique. C'est l'une des erreurs les plus coûteuses dans l'analyse des entreprises manufacturières haut de gamme. Donc, ce qui mérite encore, enfin d'être noté, et qui referme la boucle sur la question du cadre d'analyse, c'est que Ferrari a maintenu l'intégralité de ses prévisions pour l'exercice complet, donc l'exercice en cours, donc l'exercice 2026. Donc, dans le langage des marchés financiers, c'est un signal de confiance de la direction. Elle dit ceci: l'entreprise dit en substance que le ralentissement du premier trimestre était prévu, absorbable et sans conséquence sur la trajectoire annuelle. Pour l'investisseur débutant, apprendre à distinguer un résultat trimestriel décevant d'une thèse d'investissement intacte est l'une des compétences les plus difficiles à développer et l'une des plus importantes. Ferrari est une entreprise qui récompense la patience et pénalise la réactivité. Elle est mal comprise par ceux qui l'analysent avec les outils du secteur automobile et bien comprise par ceux qui ont pris le temps d'apprendre à distinguer un modèle de marque de luxe d'un modèle industriel classique. La prochaine fois que vous lirez les résultats d'une entreprise dont les volumes baissent et dont les revenus progressent, saurez-vous instinctivement quelles questions poser en premier. Posez les bonnes questions, vous aurez les bonnes réponses. N'oubliez pas, en description de la vidéo, vous avez toutes les informations par rapport à notre fameux projet. Et vous verrez, je tiens à préciser une chose, ce n'est pas un appel aux dons. D'accord? Vous avez une vidéo qui vous explique tout et je vous laisse aller regarder ça. Vous pouvez également, si vous avez des questions, il y a le groupe School. Parce que présentement, si vous rejoignez le projet, je vous propose quelque chose aujourd'hui. Et vous aurez quelque chose une fois l'évolution du projet. À chaque fois qu'on aura une évolution supplémentaire dans le projet. Donc, quand il sera de plus en plus matérialisé. Je ne parle pas ici. Donc, ça sera après l'atteinte des 100%, parce qu'on va les atteindre dans tous les cas de figure. Le plus rapidement ici serait le mieux, de manière générale. Mais comme je l'ai dit, encore une fois, merci à tous ceux qui nous ont
rejoint. D'accord? Merci également à ceux qui pensent le faire et je vous encourage à ceux qui sont encore en train de réfléchir, de nous aider à bâtir une communauté solide basée sur la pratique sérieuse du stock picking. J'ai bien dit sérieuse du stock picking, en se posant les bonnes questions. Et maintenant, on va parler d'analyse quantitative. Parce que la dernière fois qu'on a mentionné Ferrari, je vais juste aller regarder ici, parce que techniquement, parfois, ça ne change pas. Donc, la dernière vidéo sur Ferrari date à peu près de, voilà, 14 du mois de février. On a presque 90 jours. Donc, OK, ça peut être un bon moment ici pour faire, euh, voilà, pour faire une analyse quantitative assez rapide. Donc, race, on va faire simple. Parce que Ferrari, pour moi, ça reste un business assez prévisible. Et si nous avons une entité prévisible ici, revenus, chiffre d'affaires, marge, etc., vous connaissez la chanson. Ici, on a à peu près des marges, voilà, moi je vais les appeler des marges stables. OK? Alors, 2020, on a vu la pandémie, etc. Donc, free cash flow, je les prends par rapport au free cash flow margin. Les marges de free cash flow sont plutôt stables également. Quand je les mets sur le même graphique, vous voyez que les free cash flow sont plus stables que les net income ici. Donc, c'est assez correct. Et pour moi, je considère que ça, c'est stable. Maintenant, on va regarder le nombre d'actions, il diminue. J'adore quand on rachète le nombre d'actions ici. Et on peut regarder la marge brute. On a quoi? On a une marge brute après le creux de 2023 ici qui augmente de plus en plus. Bon, ça c'est un effet, parce que ça c'est, voilà, on va se dire ici que c'est presque 4% de différence. Je ne dis pas que ce n'est pas rien. Donc, l'entreprise revient juste à des marges habituelles de manière générale en termes de marge brute. Maintenant, combien de fois les bénéfices le marché paye vraiment pour ce type d'entreprise? Moi, je ne paierai pas plus de 25 fois les bénéfices pour Ferrari. Et je pense qu'elle mérite 25 fois les bénéfices. OK? Donc, quand je dézoome un tout petit peu, cette affaire-là, le marché a tendance à payer une quarantaine de fois les bénéfices. Est-ce que c'est judicieux? Point d'interrogation. Parce qu'il faut dire une chose. Ferrari a un pricing power, peut-être même inutilisé. Je ne sais pas jusqu'à quel point ça pourrait continuer à monter, parce que comme je l'ai dit, c'est une marque de luxe. S'il décide d'augmenter les prix ici et qu'on se retrouve, voilà, disons qu'on se retrouve ici sur une compagnie qui ressemble plutôt à Hermès en termes de marge, etc., on a un potentiel d'augmentation de prix qui n'est pas encore visible en date d'aujourd'hui. Mais quand vous comparez ces deux éléments, en termes de free cash flow et net income, vous voyez que Ferrari, il y a de la marge. Je pense que Ferrari peut avoir les mêmes marges qu'Hermès. C'est possible. C'est largement possible. Rappelez-vous d'une chose. Je pense qu'on a déjà parlé de ce sujet précédemment. C'est une entreprise qui vend un nombre déterminé de véhicules par an. Je dis bien, c'est capé. Je pense que le PDG avait mentionné ici que Ferrari vendra toujours un véhicule de moins que ce que la demande, enfin, un véhicule de moins que la demande. D'accord? Donc, si la demande est de 100, bah, ils vendront 99. Tout simplement parce que ça leur permet de maintenir cette désirabilité-là. Au contraire, Porsche, c'est pas la même chose. Porsche, bref, on va pas revenir sur ce combat-là. Bref, quand on prend donc en termes de valorisation, je ne paye pas plus de 25 fois les bénéfices. On a également un pricing power qui pourrait continuer à être utilisé. OK? Qui pourrait continuer à être utilisé. Donc, il ne serait pas étonnant de voir du 30%. Ça, c'est quelque chose qui n'est pas encore intégré. Donc, je peux comprendre pourquoi est-ce que les gens payent des marges de fric, des PER très élevés. Mais nous ne sommes pas les gens. Nous payons des free cash flow qui nous semblent ici corrects, d'accord, par rapport au risque que nous allons prendre. Parce que n'oubliez pas une chose, tôt ou tard, bah, il pourra avoir des problèmes au niveau, je ne sais pas moi, ici on parle de changement au niveau, pas de changement, mais on est en train d'ajuster ici pas la production, mais la chaîne d'assemblage, etc. Il peut avoir des erreurs, il peut avoir des retards, ce genre de choses. Je n'en sais rien. Donc, 25 fois sur le grand max. Prenez 2 milliards de bénéfices nets ici, de free cash flow en N plus 3. Okay? Par rapport aux attentes, c'est largement possible. Okay? Ça fait 50 milliards de chiffre d'affaires. Dette nette, non, l'entreprise n'est pas endettée ici. Et donc, on va dire ici, par rapport au nombre d'actions, on sera à peu près à 100, on est à peu près à combien? Je rappelle ici que l'analyse fondamentale, ce n'est pas une affaire de chiffres. Ici, je suis juste mon but est juste de déterminer si cette compagnie mérite mon attention. Et c'est un business qui pourrait s'échanger aux alentours de 280 dollars, c'est correct. Pour moi, le prix actuel est juste correct. Hein. Ne vous dites pas que c'est surévalué. Non, non. Entre 325 et 280 dollars, il n'y a pas une grosse différence pour moi. Vraiment pas une grosse différence. Surtout quand il y a des éléments. Présentement, Microsoft, Ferrari,
limite la production, ça ne veut pas dire qu'ils ne pourraient pas augmenter cette production-là. D'accord? C'est-à-dire que si Ferrari décide uniquement de vendre 10 000 voitures par an, ça ne veut pas dire que Ferrari n'a pas ne peut pas décider demain de vendre 15 000 ou 20 000. Et ça ne veut pas dire que la demande ne va pas suivre. Ça ne veut pas également dire que l'entreprise ne pourra pas vendre 20 000 voitures à des prix plus élevés que quand elle vendait 10 000 voitures. Ne faites très attention. C'est pour ça que je dis ici, il y a des éléments qu'on ne voit pas encore qui pourraient arriver demain. Le plus important, c'est qu'elles maintiennent la désirabilité, l'exclusivité. Ce genre d'éléments-là, c'est très, 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 très important. OK? Parce que si Ferrari devient Porsche demain, je ne dis pas que il y a des Porsche qui ont des valeurs équivalentes à certains modèles de Ferrari. Mais Porsche, ce n'est pas Ferrari. OK? Alors, ça veut dire qu'ici, 325, 280, c'est pas un mauvais prix. Après, je ne m'attends pas à faire énormément d'argent avec ça parce que pour le moment, le narratif, on est plutôt au niveau de l'augmentation des prix, pricing power, et également, mais pas l'augmentation des volumes. Peut-être qu'on parlera ici de réduction des coûts un jour, etc. Mais je préfère ne pas miser dessus. Ça veut dire ici que j'achète l'entreprise pour ce à quoi elle ressemble en date d'aujourd'hui, tout en regardant ce à quoi elle pourrait ressembler demain. N'oubliez pas on analyse une entreprise en 4 dimensions, par rapport à elle-même, par rapport à ses concurrents, par rapport à ses clients, par rapport à ses fournisseurs. OK? Vous devez prendre tout ceci pour bâtir une thèse d'investissement. C'est pas juste je vais m'asseoir, j'achète parce que c'est Ferrari ou bien les chiffres, etc. Après, on est surpris quand le prix de l'action baisse. Entre 500 et 325, qui est surpris? Ne soyez pas surpris. Ferrari au prix actuel, c'est tout simplement OK, c'est normal, c'est pas l'occasion du siècle pour moi non plus, mais ça reste un business qui pourrait mériter voilà, une part déjà dans la watchlist, mais également c'est une entreprise, même au prix actuel, si quelqu'un décide d'acheter du Ferrari, n'est pas si fou que ça. Parce que comme je l'ai dit, il y a des éléments qui ne sont pas encore utilisés, qu'on pourrait utiliser demain. La dernière fois qu'on a fait une analyse de Ferrari, on était à peu près à 283 dollars, euros. Là, je vais mettre quoi, 280? C'est la même chose pour moi. Ok, ça date de février 2026. Donc, si vous avez du Ferrari à 325, si vous voulez en faire l'acquisition en date d'aujourd'hui, enfin, déjà, techniquement, je ne suis pas là pour vous dire d'en faire l'acquisition ni quoi que ce soit. Je vous encourage juste à vous intéresser à ce genre de business en profondeur parce que c'est le genre d'entreprise qui pourrait mériter une attention, même au prix actuel. En termes de pondération, si j'avais acheté des Ferrari, je suis sûr que je n'irais pas au-delà de 1% de mon portefeuille. Et encore une fois, je ne vous dis pas que le marché ne va pas payer 1000 dollars dans 2 mois. Pour Ferrari, je n'en sais rien. Tout ce qui m'intéresse, c'est est-ce que je paie un prix correct par rapport à la qualité du business? Et quand je parle de qualité, je me base sur quel type de questions pour apprécier cette qualité-là. Pourquoi est-ce que je paye 25 fois les bénéfices pour ce genre de business? Est-ce que ça mérite 25 fois les bénéfices? Pourquoi pas 15? Pourquoi 25? Peut-être parce que c'est une entreprise que je ne considère pas comme étant une compagnie automobile, mais plutôt une compagnie de luxe. Ok, luxe, soit. Est-ce qu'elle en a les caractéristiques? Bien sûr. Limite des volumes, utilisation du pricing power, ça va déjà ensemble, ça commence à ressembler à un business qu'on connaît un tout petit peu. La demande est essentiellement plus élevée, le carnet de commandes est assez long, les clients potentiels sont prêts à attendre des années pour avoir leur véhicule. Bref, tous les éléments vont dans le sens d'une entreprise de luxe, d'ultra luxe même, je dirais. Parce que luxe, on va nous mélanger avec des entités qu'on va peut-être nous confondre à LVMH ou bien Kering. Encore que je n'ai rien contre ces compagnies-là, mais vous voyez que dans la hiérarchie du luxe, il y a niveau et niveau. Et je pense que Ferrari fait partie du haut niveau, du haut du tableau, du haut de gamme. Ok, ça, ce n'est que mon avis. Et je me réserve clairement le droit de me tromper. Donc, comme je l'ai dit ici, toutes les informations par rapport à notre projet sont en description de la vidéo. Excusez-moi pour la qualité de la vidéo en question que vous allez retrouver ici, mais j'ai fait le maximum ici. Voilà, tout est là. Ok, mettez les écouteurs, augmentez le volume et peut-être que je ferai une autre vidéo par rapport à ça, mais je mettrai ça dans le groupe School, dans tous les cas de figure. En tout cas, on se donne rendez-vous sur la prochaine Ferrari. Intéressant.